La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau rendez-vous du TVR BPGO Business Club où l'économie décryptée par ceux qui la font. Nous sommes très heureux de vous accueillir depuis l'Atrium pour poursuivre notre exploitation et nos regards économiques en votre compagnie. Merci à nos trois chroniqueurs du jour. Merci à vous Benoît Cattel, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest, et à vos côtés Valérie Cotreau, PDG d'Artefacto, et merci à vous maître Hélène Lodic-Baron, membre du Conseil national des barreaux. Merci d'être tous les trois pour accueillir quelqu'un qui va nous célébrer un véritable anniversaire. C'est une très belle histoire de l'économie circulaire avec une entreprise inclusive, emblématique, présente sur toute la Bretagne. Je vous demande, pour célébrer ce 40e anniversaire de la feuille d'érable, eh bien, d'accueillir son président, Éric Chalambelval. Bonsoir mon cher Éric. Bonsoir mon cher Stéphane. Alors chroniqueur d'un jour, chroniqueur toujours, mais aujourd'hui vous changez de côté pour être au rang des invités parce que nous sommes très très heureux de vous accueillir pour parler de cette très belle histoire lancée en 1983. C'est une référence hexagonale aujourd'hui, la feuille d'érable. Alors si je vous dis que justement que cette feuille d'érable est une utopie réaliste qui réconcilie à la fois le social, l'économie et l'environnement, vous acquiescez ? Vous avez parfaitement résumé l'histoire et la naissance de cette belle entreprise d'aujourd'hui qu'est la feuille d'érable. C'était une utopie parce que se dire qu'il fallait se mettre à recycler les papiers des Rennais d'abord avec les petites mains de bénévoles qui étaient là à l'époque, parce que je vous rappelle qu'on a d'abord été créé sous forme associative, personne n'y croyait. Et puis, ça, ce sont des images du tout début. Exactement. Vous savez, je ferais rire mes salariés s'ils m'entendaient aujourd'hui, c'est que je dis souvent que quand j'étais gamin à Rennes, je voyais mon grand-père qui mettait les journaux Ouest France ou Télégramme avec une ficelle une fois par semaine devant sa porte à Rennes, et je voyais le camion de la feuille d'érable qui passait. Donc pour un Rennais comme moi qui a fait des études de biologie, qui est assez impacté par l'environnement et qui aime le social et l'économique, la feuille d'érable, ça parle. C'est vrai que ça parle et ça essaime, parce qu'aujourd'hui vous êtes sur vraiment le territoire breton et vous regardez peut-être même ailleurs. On va essayer de raconter cette très belle histoire. Benoît Cattel, directeur général de la BPGO. Justement, pour connaître un peu mieux l'ensemble des activités, si on devait faire une photo à date de la feuille d'érable, qu'est-ce qu'on verrait sur cette photo ? On verrait des hommes et des femmes d'abord, parce que toute entreprise, elle est constituée d'abord, sa richesse sont les hommes et les femmes. Donc c'est 87 salariés, je crois, aujourd'hui, installés sur le siège à Rennes, et puis on a un établissement secondaire à Quévin, dans le Morbihan, et avec ces hommes et ces femmes et ces deux établissements, on rayonne sur l'ensemble de la Bretagne, et puis on fait de l'économie circulaire. Alors les mots changent suivant les périodes, on parlait beaucoup de développement durable à une époque, économie circulaire c'est plutôt d'actualité. Mais on recycle beaucoup de ce qu'on appelait les déchets, mais qui sont souvent des matières premières secondaires. Et on essaye toujours de développer à la fois des projets écologiques qui tiennent économiquement et qui sont aussi des projets sociaux, avec un impact positif social. C'est ça la feuille d'érable aujourd'hui, si on fait une photo. Valérie Cotreau, PDG d'Artefacto. Bonsoir Eric, on se connaît bien, on discute souvent entreprise et quand on en parle, vous affichez avec ferveur que la feuille d'érable, c'est une SAS et pas une association, ce qui peut être contre-intuitif par moment. Quand on parle inclusion, vous évoquez le fait que de toute façon les recrutements, quand ils se font, c'est sur les compétences des salariés que vous recrutez et sûrement pas par complaisance. Et vous êtes fiers d'afficher un turnover à hauteur de 45% ou quelque chose comme ça.
C'est quoi la méthode Chalon-Belval? C'est la culture du paradoxe ou c'est un nouveau modèle économique? Alors, je ne crois pas que ça soit la méthode Chalon-Belval. Je crois profondément que l'entreprise d'aujourd'hui et de demain, c'est celle-là. Et il n'y a pas que à la feuille d'érable. Il y a dans beaucoup d'entreprises où on a compris qu'on devait à un moment allier le management humain, les valeurs, l'impact qu'on a, regarder quel impact on a, et puis on est d'abord des entreprises. Si on ne fait pas de profit, on ne peut pas réinvestir et on ne peut pas se développer. Si aujourd'hui on a près de 90 salariés et qu'on fait 4 millions de chiffre d'affaires, c'est bien parce que économiquement ça tient la route. Et ça c'est extrêmement important. C'est cette trilogie-là entre la capacité qu'on a à choisir les bonnes personnes. Moi je suis quelqu'un qui est très sensible à la notion de ressources humaines. Je pense que si j'ai une petite valeur dans cette boîte, c'est de savoir m'entourer des bonnes personnes, comme beaucoup de patrons d'ailleurs, ou de patronnes. Et derrière, eh bien, on est d'abord un collectif. Et si ça marche aujourd'hui, c'est parce que je suis avec ces 87 personnes qui font parfaitement bien leur staff. Et quand on accueille des gens en inclusion, on leur dit, et je les vois tous le premier jour en leur disant, si tu es là, c'est pas parce que ta vie a été cabossée. Ta vie a été cabossée, mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse, ce qui n'est pas vrai. Si tu es là, c'est parce que tu as démontré dans l'entretien que tu avais la volonté de venir bosser, que tu allais très bien faire le boulot et que tu allais servir les clients. Et souvent, ils me regardent et ils me disent « Mais vous savez que c'est la première fois qu'on me dit qu'on me prend parce que j'ai des compétences ?» Et c'est ça le cœur du truc. C'est de dire aux gens, vous êtes capable de tenir un poste, vous avez une valeur, vous allez faire bien les choses, parce que si vous faites mal les choses, moi c'est mon client qui se barre. Pardon de parler comme ça. Mais je leur parle aussi simplement que ça, parce que l'entreprise, dans ce pays, on ne comprend pas toujours très bien ce que c'est. C'est pas très compliqué, c'est d'être bon, c'est de servir le client et d'essayer d'avoir un équilibre économique avec une rentabilité donnée pour pouvoir réinvestir. Voilà. Et ça, je leur dis à chaque fois que je les vois le premier jour. Maître Hélène Lodic-Baron. Entreprise inclusive, entreprise à mission, raison d'être, on en parle beaucoup et beaucoup de sociétés sont en train de mettre tous ces systèmes en place. La feuille d'érable a pris le virage depuis bien longtemps. Quel regard vous portez aujourd'hui sur ces évolutions et puis peut-être quels conseils donner à ceux qui sont en train de mettre les choses en place aujourd'hui? Alors c'est assez formidable parce que le monde bouge à vitesse grand V dans tous les domaines d'ailleurs, et que je pense que ce qu'on pensait être à une époque peut-être une utopie, comme me disait Stéphane Beignet il y a quelques minutes, est aujourd'hui une réalité. C'est-à-dire que les jeunes générations, elles veulent rentrer dans des entreprises qui ont un sens. Et toute entreprise peut expliquer quel est son sens, parce qu'elle n'est pas là pour rien. Mais il faut cette démarche de l'explication. Alors je dis souvent aux entreprises qui veulent se lancer dans la RSE, si vous le faites, faites-le par conviction et ne mentez pas sur ce que vous faites. Si vous faites du washing, ça se verra. D'une part, vos clients vont le voir, et pire, vos salariés vont vous quitter. Donc il faut faire les choses correctement, en croyant que c'est quelque chose d'essentiel dans la survie de l'entreprise de demain. Une question à présent sur ce rebond, cette volonté d'aller toujours un peu de l'avant. Éric Chalon-Belval, vous avez lancé la station. J'aimerais qu'on s'y intéresse un peu parce qu'il est de bon ton aujourd'hui de revenir à la consigne d'autrefois. Alors vous êtes sur le carton, vous êtes sur le papier, vous êtes sur les piles, vous êtes sur les ampoules et bien évidemment les gobelets et le verre. On a eu l'occasion de visiter vraiment cette station et on va en voir des images. Être un peu à la pointe pour placer toujours l'humain au cœur du dispositif en préservant la planète, c'est une très belle idée parce que là, ça y va, hein, les bouteilles et les gobelets. Oui, je dis souvent à mes salariés, vous avez le droit de proposer, d'être intrapreneur. Vous avez le droit de me dire, ça n'existe pas encore aujourd'hui, mais nous, on a envie de tester. Et le droit à l'expérimentation. Alors, quand on a lancé la station, les 2-3 premières années, on a fait moins 50 000 euros de résultats. Donc, mais on a tenu parce qu'on s'est dit qu'on y croyait au retour de la consigne. Donc aujourd'hui, on lave des contenants réutilisables. Et puis, on vient d'acheter, il y a très peu de temps, une ligne qui lave les bouteilles de vin, les bouteilles de bière, les bouteilles de jus de fruits, pour que ce qu'on voyait quand nos grands-parents, mon cher Stéphane, allaient faire leurs courses, ils ramenaient parfois leurs bouteilles consignées. Vous vous rappelez cette bouteille étoilée de vin que chez Monoprix, et pardon de citer des marques. Et effectivement, ça, on l'a perdu en quelques années. Et pourquoi? Et aujourd'hui, ce bon sens-là revient. Et alors, ça coûte plus cher pour le moment parce qu'il n'y a pas assez de volume. Mais nous, on pense bien que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, les volumes seront tels que ça coûtera le même prix de jeter que d'utiliser de la consigne. Benoît.
Justement, dans ce schéma-là, vous êtes un observateur en première ligne, si je puis dire, de nos habitudes et de nos façons de consommer. Est-ce que les choses changent vraiment ? Sur quelle chose on va dans la bonne direction, c'est-à-dire celle de l'économie circulaire, du recyclage, de la réutilisation, ou au contraire, est-ce que vous êtes parfois fâché par nos comportements de consommateurs ? Alors on essaye de ne pas être fâché parce qu'on comprend pleinement que le monde, et vous le savez bien, vous êtes aussi un chef d'entreprise, vous savez en voyant les entreprises que vous financez, combien nous sommes dans un tunnel, toutes les entreprises depuis plusieurs années, avec des crises successives en permanence, et que le rôle d'un chef d'entreprise, c'est de gérer les crises aujourd'hui, que ça. Donc effectivement, quand on a vu par exemple nos amis qui font de la bio, par exemple, je pense à Scarabée Biocop que j'apprécie beaucoup, qui était dans une pleine croissance, et tout d'un coup, patatras, les choses s'écroulent. Il a fallu qu'ils mettent des plans en place pour essayer de se redresser, alors que c'est toujours une très belle boîte. Et là, ils s'en sortent, on est très contents. Mais j'ai des amis agriculteurs bio qui s'étaient lancés complètement là-dedans et qui ont vu moins 15, moins 20, moins 30% depuis quelques mois. Donc on voit que le monde est totalement instable et qu'être entrepreneur, c'est gérer le risque en permanence. Et donc c'est ça qu'on essaye de faire. Donc on n'est pas fâché jamais sur les... On est obligé de lutter et d'essayer de s'en sortir avec la conjoncture qui bouge et qui n'arrête pas de nous ramener des crises successives depuis quelques années. Valérie. Vous évoquez souvent votre attachement à la gouvernance partagée au sein de l'entreprise. Comment c'est incarné chez vous et qu'est-ce qui vous motive à continuer à travailler dans ce sens-là ? Alors c'est souvent des mots un peu galvaudés, alors je me méfie de les employer, management participatif, collaboratif, etc. Mais effectivement, une chose est certaine, c'est que quand je suis arrivé et repris les rênes de cette belle entreprise qui était en instabilité RH, je leur ai dit je ne ferai jamais les choses tout seul. C'est pas vrai. Un dirigeant ne fait pas les choses tout seul. Je le ferai avec vous et je ne les ferai pas contre vous. Donc c'est ensemble qu'on va essayer de définir la stratégie de l'entreprise. Il faut qu'on y adhère tous ensemble pour y arriver. Et c'est ce qu'on a fait en se disant les choses, en reprenant clairement des stratégies. Et puis on a créé une holding qui s'appelle La Feuille Durable, dans laquelle j'ai fait monter une quinzaine de salariés avec moi. Et aujourd'hui, cette entreprise, La Feuille Durable, elle appartient à une partie de ses salariés. Ceux qui le souhaitent, parce que je ne suis pas non plus complètement naïf. C'est-à-dire que de vouloir absolument que l'ensemble des salariés soient partie prenante dans la gouvernance de l'entreprise, c'est pas vrai, c'est pas quelque chose qui fonctionne forcément. Il faut laisser le choix, les affinités électives, comme je dis souvent, c'est-à-dire que vous avez envie de monter avec nous dans la gouvernance, allons-y, vous rentrez au capital de l'entreprise, mais je ne vais pas vous l'imposer, c'est ce qu'on a fait, et c'est absolument génial de voir qu'aujourd'hui, certes, je suis le président, certes, j'ai le poids qui est le mien, mais j'ai aussi des collègues qui sont non seulement salariés, mais qui ont aussi la casquette d'actionnaire, entre guillemets, de l'entreprise. L'entreprise, aujourd'hui, elle appartient à ses salariés. Hélène. Au-delà de votre activité propre, vous partagez également aujourd'hui votre expérience à travers des diagnostics que vous proposez aux entreprises. Concrètement, aujourd'hui, une entreprise souhaite faire un diagnostic de l'état, de sa consommation, de son fonctionnement. Comment ça se passe ? Alors c'était quelque chose où il y avait un seul salarié il y a 15 ans dans l'entreprise sur ce sujet-là, et puis on l'a beaucoup développé. C'est un pôle animation, environnement, formation. Et on intervient énormément dans les écoles, les collèges, les lycées, avec des outils qu'on a développés spécifiquement pour chaque population, entre guillemets. Et on a donc des animateurs environnement qui rentrent dans les écoles, mais aussi dans les entreprises quand on nous demande de venir essayer d'animer la RSE dans certaines de ces entreprises. Et j'avoue que quand je suis arrivé, je m'étais dit, bon, est-ce que c'est vraiment important qu'on continue sur cette voie-là, puisque notre métier était plutôt un métier d'industriel de la collecte et du recyclage. Et je suis extrêmement fier aujourd'hui de voir qu'on est 6 ou 7 salariés sur cette partie-là et que ça se développe fortement et qu'on répond à des appels d'offres, j'allais dire chaque mois pratiquement, sur ces sujets de sensibilisation à l'environnement de manière générale. Alors 40 ans et une volonté aussi de pousser les territoires. C'était important aussi de raisonner et de rayonner en région.
on est très attaché à la Bretagne. Alors évidemment, le siège est à Rennes, donc on a un historique fort en Ille-et-Vilaine. Mais on s'est dit, il y a quelques années, effectivement, qu'on avait une vocation à être plutôt sur la Bretagne en termes de zone de chalandise, ce qu'on a fait en créant cet établissement secondaire à Lorient, notamment, qui est notre petite sœur. Un peu la base arrière. Qui est un peu la base arrière. Et avec ces deux sites, on rayonne on a des clients partout en Bretagne. Alors, très identifié en Ille-et-Vilaine, mais on est aussi dans les Côtes d'Armor, un peu dans le Finistère, beaucoup plus dans le 56. Et ça nous va bien d'être sur ce territoire breton. On le dit souvent, nous les entrepreneurs, et vous le disiez, Benoît, c'est un territoire particulier, la Bretagne. On peut innover, on peut créer, on peut faire des essais, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais en tout cas, on est un collectif en Bretagne entre les entrepreneurs, les politiques et les salariés qui réussissent pas mal de choses. Benoît. Justement, quand on est à la tête d'une entreprise, on a des projets, sans trahir évidemment des choses qui doivent rester dans les cartons, mais c'est quoi les projets à venir ou dans 5 ans, comment sera l'entreprise que vous dirigez ? Alors mes collègues seraient avec moi, ils vous diraient il faut qu'il arrête, on a trop de projets dans le tuyau. Donc on a souvent beaucoup de projets, effectivement, mais je pense que c'est ce qui nous rend extrêmement dynamiques aussi. Alors il ne faut pas noyer non plus chacun d'entre nous dans différentes études, mais on va dire que la dernière grosse marche qu'on est en train d'essayer de passer dans cette modernisation forte qu'on a entraînée il y a 15 ans, c'est un nouveau bâtiment, parce qu'on est encore dans des bâtiments assez anciens qui sont moins adaptés aujourd'hui à ce qu'on souhaiterait faire. Et on est en train d'essayer, on n'est pas encore au bout, mais on est en train d'essayer de construire un bâtiment où on va pouvoir réunir l'ensemble de nos activités. Parce que Feuille d'Érable, c'est un groupe aujourd'hui. On l'a dit, il y a la station qui est ce qu'on appelle une entreprise adaptée, c'est-à-dire qui emploie des travailleurs en situation de handicap. Il y a la Feuille d'Érable historique sur la collecte et le recyclage des déchets. Et puis on a Eau Claire, qui est une entreprise de propreté, qui fait le ménage dans les entreprises et les administrations avec des personnes en situation d'exclusion. Donc tout ça, parfois, on a dû prendre des locaux à droite, à gauche, et on est parfois un peu disséminé. Et en termes de cohésion de groupe et puis de management, c'est quelque chose de toujours un peu compliqué de ne pas pouvoir, ne serait-ce que pour se réunir tous au café le matin à 10h, comme on essaye de le faire, si on n'est pas tous dans le même site, c'est plus compliqué. Donc on a envie de ce beau projet, de construire un site dans quelques mois. Peut-être si on se revoit dans 2 ans, on sera dans un nouveau site. Valérie. Eric, qu'est-ce qui vous motive le matin pour aller bosser et qu'est-ce qui, au contraire, vous donne envie de vous recoucher et pas de langue de bois? Incontestablement, les hommes et les femmes de l'entreprise. C'est un plaisir quotidien d'être dans ces interactions avec eux. Je leur dis extrêmement souvent que j'ai une chance incroyable d'avoir cette équipe. Et ça, c'est hyper motivant. Et ce qui est hyper motivant, c'est d'être maître de sa propre destinée à la Feuille d'Érable, de ne pas avoir d'autres que nous à décider de notre avenir. C'est une sacrée chance. Je ne sais pas si ça durera éternellement, mais en tout cas aujourd'hui, quand on décide en codir d'aller sur une activité, la semaine d'après, ça peut être déployé. Et ça, c'est une force et une joie de vivre absolument incroyable. Alors, ce qui me démotive, il n'y a pas grand-chose en réalité. Ce qui peut me démotiver, peut-être. On ne dit pas de langue de bois. Hein, ouais. Oui, non, mais les petits tracas du quotidien. Ça peut exister, mais je pense que c'est suffisamment faible. Vous voyez, j'étais en vacances en juillet et je disais à mon épouse que ça me manquait un peu d'aller au bureau parce que j'avais envie de voir comment ça se passait, non pas pour surveiller, mais parce que c'est hyper dynamisant. Vous le savez bien, Valérie, quand on est chef d'entreprise et qu'on développe plein de projets, intellectuellement, c'est dingue, quoi. Voilà, donc c'est formidable. Hélène. On est là pour parler effectivement des 40 ans de cette belle entreprise, mais vous êtes également un homme d'engagement et vous avez d'autres engagements au-delà de votre activité professionnelle. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre ces autres engagements et qu'est-ce qui en ressort aujourd'hui et comment est-ce que vous réussissez aussi à équilibrer les choses ? Peut-être que je ne sais pas toujours dire non et il faudrait que j'apprenne, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est l'écosystème qui est formidable. Parce que quand vous êtes dans un écosystème comme celui dans lequel nous sommes ici, vous êtes porté. Et effectivement, quand une partie du monde économique d'Ille-et-Vilaine
m'a demandé de me présenter à la présidence du MEDEF, je suis un petit peu tombé étonné en me disant, bon, ils m'ont dit, mais oui, tu représentes tout ce qu'on a envie de voir demain dans les entreprises, tu parles extrêmement clairement de ce qu'est une entreprise, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, tu parles extrêmement clairement de ce que doit être le management, et tu allies l'écologie, le social et l'économique. Tu dois porter cette voie-là. Et donc, quand j'ai vu combien ils étaient en capacité de me pousser à y aller, et qu'ils étaient à la limite extrêmement plus convaincu que je ne pouvais l'être a priori, j'y suis allé. Et c'est un plaisir aujourd'hui d'être président du MEDEF de ce territoire, parce que c'est un des plus beaux MEDEF de France, hein, je le dis, je pense vraiment. En plus, la succession derrière mon ami Hervé Karmarek s'est formidablement bien passée. Et on a des entrepreneurs magiques sur ce territoire. Donc moi, je m'éclate sur cette présidence du MEDEF d'Ille-et-Vilaine. Et vous avez aussi, avec Hervé Karmarek et vous-même, présidé un peu ce club des entreprises inclusives d'Ille-et-Vilaine. Il y avait eu la ministre du Travail qui était du reste venue dans cet atrium. C'est quelque chose qui fait sens pour vous, l'inclusion. Oui, je pense profondément que nul n'est a priori inemployable. Ça ne veut pas dire inemployable tout court, hein. A priori inemployable. Il ne faut pas d'avoir d'a priori. Et que tous les profils un peu atypiques, il faut qu'on se penche sur eux, parce que ce sont des gens qui peuvent véritablement être une force pour l'entreprise et non pas un poids. On pourrait penser ça quand on dit une personne en situation de handicap, c'est un poids. Mais non, ça peut aussi être une force à partir du moment où on arrive à la mettre au bon poste, où le poste est aménagé, où les collaborateurs ont compris comment il fallait fonctionner avec elle. Vous savez, j'ai travaillé à une époque chez Talandi, aujourd'hui Bretagne Atelier, et c'est sans doute cette clé-là que j'ai eue ce jour-là quand j'ai franchi la porte de cette entreprise, c'est qu'on pouvait à la fois être performant économiquement et performant socialement. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de mais, c'est et, on peut être les deux, et que vous verriez dans certains établissements avec des travailleurs en situation de handicap le niveau de productivité. Je suis un homme de l'industrie et des méthodes, donc je sais ce que c'est que la productivité. Et ben, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de non-productivité avec des personnes différentes. Au contraire, il peut même parfois y en avoir plus. Il nous reste moins de 4 minutes. Benoît. Une question, alors elle est un peu théorique, mais je vais essayer de la raccourcir. Il y a beaucoup de débats maintenant sur la comptabilité monétaire n'est pas suffisante pour vraiment refléter l'impact qu'a une entreprise, ne serait-ce que son impact positif ou négatif sur la nature, son impact social ou autre. Et donc, dans ces théories qui s'élaborent, il y aurait d'autres comptabilités donc extra-financières à mettre en place. Vous êtes, vous, un praticien, vous êtes sur le terrain. Est-ce que ces débats-là ont de la résonance ou est-ce que, en fait, à ce stade, c'est que de la théorie ? On est encore, je pense, dans la construction de quelque chose qui n'est pas encore stable, mais qui va arriver de plus en plus fortement et qui est, à mon sens, inévitable. Il faut simplement qu'on soit en capacité de construire une compta qui soit réaliste aussi de ce domaine-là. Et de toute façon, on ne se passera jamais de la comptabilité classique, analytique. Mais en face, effectivement, il faut qu'il y ait des externalités positives qui soient reconnues. Et qui puissent être mis dans un certain nombre de bilans des entreprises, clairement. Alors les banques, hein, comme la vôtre, sont très en avance sur le sujet, ça on le voit bien, mais parce qu'il y a aussi des obligations internationales qui arrivent extrêmement fortement. Donc moi je suis plutôt très optimiste là-dessus, hein, mais je suis aussi un réaliste, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais qu'une comptabilité non financière, c'est impossible, mais il faut qu'il y ait les deux. Donc à ceux qui étudient la question, de nous proposer des choses qui tiennent la route et qui ne soient pas du washing. Alors si on fait des questions très rapides et des réponses très rapides, on va peut-être pouvoir terminer le tour de table. Faisons court. Eric, un conseil pour les chefs d'entreprise sur l'inclusion, parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident en fait, pour la plupart des chefs d'entreprise. Si on pouvait leur recommander quelque chose, ce serait quoi ? Alors d'adhérer au club des entreprises inclusives c'est trop facile. Du MEDEF d'Ille-et-Vilaine, mais c'est pour ça qu'on l'a créé, c'est pour que ceux qui ont déjà fait le chemin puissent montrer aux autres que la marche n'est pas si haute et faire des pas les uns après les autres. Donc il faut être très concret, il faut aller voir ceux qui réussissent des choses et se dire qu'on a le droit à l'échec dans les deux sens et le dire dès le départ, que tout n'est pas gagnable forcément, mais au moins il faut essayer. Avec le même tempo, Hélène. La feuille d'érable, la feuille durable, pourquoi la feuille est d'érable ? Une longue histoire. Parce que nous sommes nés avant 83
d'une librairie associative qui s'appelait l'Érable à Rennes. Et ces amoureux du livre s'étaient dit, mais c'est quand même dingue que partent à la poubelle, aux ordures ménagères, le Ouest France, le Télégramme et les bouquins qu'on a lus. Et donc on va créer quelque chose pour recycler ces papiers-là. Et comme on s'appelle l'Érable en tant que librairie, ça va être la Feuille d'Érable, cette entreprise nouvelle qu'on est en train de créer. Un très grand merci. On peut vous applaudir, Éric Chalon-Belval, président SAS de la Feuille d'Érable, à qui on souhaite un très bel anniversaire, 40 ans et encore d'innombrables projets. Merci Benoît, merci Valérie, merci Hélène. On se retrouve très vite. D'autres rendez-vous du Business Club, ici depuis l'Atrium. Merci à toutes et à tous. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.